Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi, l'audition de Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur est entendu par la Commission des lois, présidée par le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. Au programme de cette audition, la politique en matière d'immigration. Le ministre de l'Intérieur a récemment déclaré qu'être de gauche, ce n'est pas obligatoirement régulariser tous les sans-papiers. Alors quels vont être les critères retenus? Quelle va être la politique du gouvernement en matière d'immigration? Tout de suite, direction la salle Médicis. Bien, mes chers collègues, merci, mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette audition et merci à Manuel Valls, monsieur le ministre de l'Intérieur, d'avoir bien voulu accepter de répondre à nos questions et d'abord de nous présenter dans un exposé liminaire les orientations de la politique de l'immigration. Je voulais, monsieur le ministre, présenter les excuses d'un certain nombre de nos collègues, car nous avons dû, pour des raisons tout à fait indépendantes de votre volonté et que nous comprenons très bien, il y a eu, je crois, un conseil de défense ce midi à l'Élysée, nous avons dû déplacer l'horaire, mais nous tenions absolument, et je sais que vous teniez aussi, à cette rencontre. C'est pourquoi certains collègues sont retenus par la loi de finances rectificative, d'autres par 2 réunions de commission, une réunion de délégation. Donc chacun fait au mieux, mais un grand nombre de collègues, vous le voyez, particulièrement préoccupés, intéressés par les sujets de l'immigration, sont venus. Nous avons souhaité, nous aurons l'occasion de nous revoir, sans nul doute, monsieur le ministre. Il y a bien d'autres sujets dont vous avez la charge, les questions de sécurité, les questions relatives au mode d'élection, à l'organisation de l'État, etc. Nous avons souhaité concentrer cette audition, si vous en étiez d'accord, sur les questions de l'immigration, y compris. Pour nous, la question du droit d'asile est une autre question. Le droit d'asile n'est pas un appendice à la politique d'immigration. Il y a une politique d'immigration, puis il y a un droit qui est le droit d'asile. Donc, sur ces questions d'immigration, nous allons tout de suite vous écouter, si vous le voulez bien, pour cet exposé liminaire, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens évidemment à vous remercier de m'avoir convié cet après-midi à m'exprimer devant vous et pour présenter en effet les axes que le gouvernement entend mener en matière d'immigration, mais aussi d'asile. Nous y reviendrons donc à votre demande d'intégration ou d'accès à la nationalité. C'est la première fois que je m'adresse à vous dans mes fonctions de ministre de l'Intérieur et je voudrais vous faire part de l'état d'esprit d'abord qui m'anime. J'ai été parlementaire pendant 10 ans et je connais évidemment à ce titre l'importance du travail en commission qui permet d'affiner les perceptions, d'apporter les éclairages essentiels sur les problèmes. Et donc soyez assuré, Monsieur le Président, qu'à votre invitation, je prendrai toute ma part aux travaux pour lesquels vous souhaiterez m'associer. J'étais il y a 2 semaines devant la commission des lois de l'Assemblée nationale et j'ai fait part évidemment à vos collègues députés de la même volonté. Je suis également disponible vis-à-vis du Parlement européen et je vais vous dire qu'au début du mois, je me suis rendu à Strasbourg. Je suis très attaché au principe de libre circulation et, une manière d'entrer dans le propos, je serai aussi très scrupuleux quant à la préservation de l'acquis Schengen. Je refuse la fermeture unilatérale des frontières. Et tout doit être décidé par le Conseil sur proposition de la Commission. Et je refuserai évidemment la politique de la chaise vide si je n'obtiens pas satisfaction. Contrairement à ce qui a pu être dit d'ailleurs, y compris par des sénateurs, je n'ai absolument pas accepté un compromis correspondant à ce que souhaitait le précédent gouvernement, pas par principe, mais parce que ce sont les faits. Mais dans le même temps, je sais que l'Europe, puisque c'est à ce niveau-là sans doute que les débats des migrations doivent être menés, doit se doter de mécanismes efficaces de surveillance de nos frontières.
C'est le but du règlement évaluation qui a donné lieu à un débat de principe avec le Parlement européen. J'ai discuté de cette question avec le président Schulz et de nombreux parlementaires européens, mais aussi avec la commissaire Malmström. Et je veux vous dire que les solutions que j'ai proposées au nom de la France, qui aboutissent à renforcer le rôle de la Commission dans le processus d'évaluation et la bonne prise en compte des demandes du Parlement européen, à la demande d'ailleurs de tous les groupes, dans le règlement d'évaluation, semblent satisfaire aussi bien la commissaire que le Parlement européen. Je sais bien, enfin, qu'ici, nous sommes dans un lieu où les questions se posent avec mesure et nuance, c'est ce que réclament nos compatriotes. Je connais la préoccupation permanente qui est la vôtre pour le respect des principes humanistes, de droit et des libertés publiques, et l'exigence qui animait vos bancs sur des sujets sensibles comme la loi pénitentiaire ou récemment le fichier accompagnant la carte d'identité en est ce souci, cette exigence en sont des exemples parfaits. Je connais aussi la liberté des sénateurs qui peut les amener en conscience à penser différemment dans leur propre camp. Votre esprit, en tout cas, de tempérance, d'apaisement, sera utile pour aborder les sujets qui, en dehors de ces murs, et ces sujets notamment, sont toujours soumis aux polémiques stériles, aux instrumentalisations et aux fracas qui ne font pas avancer le débat. Les questions d'immigration, d'intégration, d'asile et de nationalité ont en effet, depuis de nombreuses années, alimenté les tensions. Et par un drôle d'ailleurs de renversement dans notre pays, terre dont l'histoire a affirmé sa tradition d'accueil, l'arrivant a été perçu comme une menace et non plus comme une chance. Jamais peut-être auparavant, les mots de Jacques Prévert parlant de ces étranges étrangers n'avaient aussi bien décrit la dureté d'un débat public. La volonté du président de la République et du Premier ministre est d'aller vers l'apaisement. Il m'appartient, sans naïveté, je connais quelles sont les règles du débat public, il m'appartient cependant dans mes fonctions de mettre en œuvre cette volonté à laquelle, j'espère, les Français souscrivent largement. Ministre de l'Intérieur, j'ai la charge de la sécurité de nos concitoyens et j'assume pleinement la fermeté nécessaire à l'accomplissement d'une telle mission. Je suis également le ministre de l'État central ou déconcentré à travers son réseau de préfectures et de sous-préfectures. Et il m'appartient de garantir la plénitude et la continuité de l'action. Et je sais d'ailleurs toute l'importance que vous, sénateurs, accordez aussi à ces questions. Et je suis le ministre d'un État qui doit accueillir à l'intérieur de son espace national, de ses frontières, en fixant pour cela des règles et en les faisant appliquer. Et le ministre de l'Intérieur, et je veux le souligner avec force ici, est aussi celui des grandes libertés publiques. C'est cet exemple cohérent, formé d'un État à la fois régulateur des flux migratoires et garant des libertés publiques et fondamentales, qui doit permettre au ministre que je suis de mettre en œuvre, en lien étroit, bien évidemment, avec les autres ministères compétents, une politique visant la justice et l'équilibre en matière d'immigration et d'intégration. Cette politique s'appuiera sur deux principes fondamentaux, l'objectivité et la transparence. Plus largement, il s'agit de mettre en place des procédures justes, de faire la promotion d'un dialogue renouvelé avec, par exemple, les associations et les organisations syndicales, et de mener une réflexion plus étroitement coordonnée avec les collectivités territoriales, confrontées comme l'État aux situations de grande précarité que peuvent connaître les migrants. Pour tendre vers davantage de justice, et j'y insiste, des premières avancées ont été réalisées. Elles doivent se prolonger notamment par le biais d'un travail législatif qui se traduira par deux projets de loi, l'un présenté à l'automne, l'autre probablement, je ne déflore pas le travail gouvernemental ou l'agenda, l'autre au premier semestre 2013. Au cours de ces 2 derniers mois, j'ai pris 3 mesures à caractère d'urgence. La première mesure prise avec mes collègues Michel Sapin et Geneviève Fioraso, c'est l'abrogation de la circulaire du 31 mai 2011 sur les étudiants étrangers. Il s'agissait là d'une mesure de bon sens, car cette circulaire conduisait à refuser le droit au séjour à des personnes hautement qualifiées et souhaitant exercer leur talent dans notre pays.
il en allait aussi de l'image de la France. Et en vous quittant, je me rends au Maroc où nous allons examiner aussi évidemment ces questions qui sont importantes pour des pays partenaires. Deuxième mesure qui répond à l'engagement du président de la République, la circulaire du 6 juillet 2012 qui place l'assignation à résidence comme alternative à la rétention administrative des familles qui doivent être éloignées. C'est désormais la règle. Enfin, la troisième mesure, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en décembre 2011, qui n'avait d'ailleurs donné lieu à aucune réaction du précédent gouvernement, et il nous faut, je le dis sans polémique d'ailleurs, essayer d'anticiper la jurisprudence européenne sur ces questions, puis en conséquent à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet dernier, il n'est plus procédé, comme vous le savez, à des mises en garde à vue de ressortissants étrangers au seul motif du séjour irrégulier sur le territoire. Ceci demande d'ailleurs une évolution de notre droit qui garantisse l'efficacité de l'action en matière d'éloignement. J'y reviendrai. Parallèlement à ces premiers choix, à ces premières mesures, des travaux ont débuté visant à doter notre administration d'un cadre d'action clarifié et également assoupli concernant certains points essentiels. Admettre au séjour quelqu'un qui n'en avait pas acquis le droit, en d'autres termes, le régulariser, est un acte important qui doit s'appuyer sur des critères précis et objectifs. Et il s'agit là de donner une expression concrète à notre devise républicaine et à mettre un terme à toute idée de partialité et d'arbitraire. La République, c'est l'inverse du privilège, de l'avantage et du traitement différencié a priori. La République, c'est partout et pour chacun les mêmes principes du droit qui s'appliquent. Une circulaire est ainsi en cours de préparation qui doit préciser les critères de l'admission exceptionnelle au séjour. Des critères qui vont être discutés cet été avec l'ensemble des parties prenantes, associations ou syndicats. Je le disais il y a un instant. Mais évidemment, je suis à l'écoute également, et c'est bien normal, et c'est l'essentiel, des parlementaires. Des critères qui se veulent compréhensibles, à la fois pour des personnes en situation irrégulière, par celles qui nourrissent le projet de venir sur notre territoire. Tous les messages que nous faisons passer, tous ces pays, sont des messages importants, il faut y veiller avec prudence. Et puis aussi, et cela me paraît essentiel, à l'égard de nos compatriotes. Ces critères portent sur les années de présence sur le territoire, les attaches familiales, la scolarisation des enfants, la situation par rapport au travail, donc sur tout ce qui fait la réalité d'une vie construite sur notre territoire. Interprété de manière trop restrictive ces dernières années, sans prendre pleinement en compte la nature des liens tissés par les demandeurs de titres avec notre pays, ces critères demandent clarification et réalisme en tout cas dans leur application. Il y avait 30 000 régularisations par an sous le précédent gouvernement, 30 000 par an, dont 15 000 purement discrétionnaires. La clarification des critères que j'appelle de mes vœux permettra de réduire, je l'espère, l'exercice n'est pas facile, la part d'incertitude qui pèse sur un processus qui parfois est jugé trop discrétionnaire, trop inégal d'ailleurs, selon les préfectures. Elle donnera, c'est bien son but, de la lisibilité aux citoyens, aux gens, et permettra de résoudre les situations individuelles les plus difficiles, et parfois d'ailleurs, il faut bien l'avouer, les plus compliquées. Mais, je veux insister là-dessus, elle n'a pas pour objet d'augmenter le nombre de régularisations. Les critères sont justes, ils viseront à sortir de toute logique d'arbitraire, mais ils resteront précis et rigoureux. Je vous le disais à l'instant, vous serez prochainement amené à étudier 2 projets de loi visant à tendre vers davantage de justice. Dans le projet de loi présenté à l'automne, j'en dirai un mot. Par ailleurs, il sera également proposé de mettre fin au délit de solidarité qui permet de poursuivre l'aide désintéressée apportée à des étrangers en situation irrégulière sur la même base juridique utilisée pour les filières criminelles d'immigration. Notre loi, qui d'ailleurs a été peu appliquée concernant, je pense, aux associations ou même à des élus locaux,
c'est le cas dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple, notre loi ne saurait punir ceux qui, en toute bonne foi, veulent tendre une main secourable. La France, ça n'est pas cela, et on cherche à traiter ces questions plutôt par le dialogue. Le second projet de loi, Monsieur le Président, présenté au premier semestre 2013, et là nous allons évidemment mener un travail en commun, dans ses dispositions relatives à l'immigration, proposera la création d'un titre de séjour pluriannuel pour les étrangers en situation régulière sur notre territoire. Ceux-ci doivent en effet bénéficier d'un cadre administratif moins contraignant. Les difficultés à obtenir le renouvellement d'un titre de séjour sont des facteurs de fragilisation économique, d'instabilité et, in fine, d'obstacles à l'intégration. Vous connaissez aussi la situation, et je veux y mettre fin, que les étrangers en situation régulière, à l'occasion de la demande de titre de séjour, vivent dans un certain nombre de nos préfectures. Il s'agit donc par conséquent de sortir d'une logique qui, tout à la fois, est dure humainement, complexifie les missions de l'administration et se révèle, au fond, contre-productive. Entre 50 à 60 000 personnes en situation régulière pourraient ainsi bénéficier de ce titre pluriannuel. Je rappelle que ces personnes bénéficient déjà d'un titre de séjour. Dans ce même projet de loi figurera, et je l'évoque un instant, pardon Monsieur le Président, la question de l'asile, avec la transposition des directives européennes qui vont être adoptées prochainement dans ce domaine. La France est une terre d'accueil, mais aussi de refuge. En voulant parler un jour au nom de l'humanité tout entière, notre patrie a acquis un statut singulier et universel qui nous oblige, un statut de référence en matière de liberté pour tous ceux et celles qui, à travers le monde, subissent au quotidien l'oppression et la violence. L'asile réclame cependant un cadre précis d'application. Et à ce titre, une réflexion est en cours avec nos partenaires européens, des partenaires auprès de qui j'ai pu insister notamment dans le cadre du Conseil Justice et Affaires intérieures de l'Union, sur la volonté de la France de s'inscrire pleinement dans une tradition. Et ce paquet asile va nous amener à remettre à plat les procédures applicables. Et je veux m'appuyer sur le Parlement pour garantir efficacement les nouveaux droits accordés aux demandeurs en préservant l'objectif de réduction des délais fixés par le Président de la République. Vous avez raison, l'asile, ce n'est pas une variable d'ajustement de la politique d'immigration. J'évoquais le sens de la mesure qui caractérise votre Assemblée. Et en matière d'immigration, faire preuve de mesure, c'est faire preuve de réalisme. Un réalisme qui est la condition nécessaire pour qu'un principe de justice soit pérenne. Le réalisme en matière d'immigration, c'est avant tout la prise en compte de la situation économique et sociale de notre pays. Je sais que cela peut faire débat, mais je veux le dire, dans les moments que vit notre pays, nous devons en tout cas nous poser cette question. Dans cette logique et conformément aux engagements du Président de la République, un débat sera organisé chaque année au Parlement sur la régulation des migrations économiques en fonction aussi des besoins de notre pays et donc en lien avec les partenaires sociaux. Et je ne veux pas oublier dans cette discussion les collectivités territoriales et les associations. Le réalisme, c'est également, j'aurais presque pu commencer par là, avoir parfaitement conscience des filières d'immigration clandestine et les combattre avec la plus grande fermeté. Et je veux le dire avec force, ceux qui exploitent la misère humaine doivent être combattus avec la plus grande des déterminations, ce qui implique un redéploiement des forces de sécurité vers un travail de fond nécessaire au démantèlement des filières, en lien étroit aussi avec les ministères du Travail et du Budget. Le réalisme, c'est aussi agir de manière efficace en matière d'éloignement. Et il faut dire les choses simplement. Les personnes en situation irrégulière sur notre territoire et qui n'ont pas vocation à y rester doivent regagner leur pays d'origine. La décision de la Cour de cassation du 5 juillet, qui ne donne plus légalement le temps matériel nécessaire pour examiner la situation d'un étranger au regard de son droit au séjour et d'en tirer les conséquences administratives, ouvre un vide juridique qu'il s'agit de combler. Il y va de l'efficacité de la politique d'éloignement qui, je le redis, est une nécessité. Dans le cadre du projet de loi présenté à l'automne, que j'évoquais il y a un instant, un dispositif sera proposé qui respectera les impératifs constitutionnels et européens et garantira un équilibre indispensable entre le respect des libertés individuelles et les exigences de maîtrise des flux migratoires. Le réalisme,
c'est enfin comprendre la question de l'immigration et de l'intégration dans la diversité de leurs implications, ce qui signifie faire la promotion d'un travail interministériel qui a été parfois trop souvent oublié. Certains sujets demandent d'avancer en parfaite coordination et intelligence. Ce fut le cas récemment avec l'envoi conjoint, ce qui représente peut-être une première dans ce domaine-là, d'une circulaire du ministère de l'Intérieur au préfet et d'une circulaire de la chancellerie au procureur, à la suite de la décision de la Cour de cassation mettant fin aux gardes à vue au seul motif donc du séjour irrégulier. De même, les critères d'admission exceptionnelle au séjour sont l'objet d'une réflexion commune avec les ministères du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. La consultation des acteurs sociaux qui commence cette semaine est ainsi menée conjointement par mes équipes et celles de Michel Sapin. Autre exemple, le sujet particulièrement délicat des étrangers malades qui réclament une action commune avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé afin d'améliorer, notamment dans le cadre des procédures d'éloignement, l'articulation entre les agences régionales de santé et les préfectures. On ne naît pas forcément français, on peut, si on le souhaite, le devenir. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait il y a moins de 30 ans. Notre nation n'a pas une identité figée dans le marbre. Elle est la somme d'identités multiples, mais qui se retrouvent dans un idéal commun et dans les lois communes qui forment ce qu'est notre République. Le défi de l'immigration, et je vous livre une conviction, sera relevé si la naturalisation n'est plus vécue ou perçue comme la fin d'un parcours du combattant, mais comme l'issue d'un processus d'intégration qui a évidemment sa part d'exigence. Le nombre de naturalisations est en chute libre. Si rien n'est fait, ce nombre va chuter de 40% entre 2011 et 2012, après une chute de 30% entre 2010 et 2011. Cette chute résulte d'une politique délibérée d'exclure de la nationalité des gens méritants et ne posant aucune difficulté. Je m'apprête à revenir sur les critères introduits de manière peu connue par mon prédécesseur. Je veux faire de la nationalité un moteur d'intégration, de l'intégration, et non le résultat d'une course d'obstacles aléatoires et donc forcément discriminante. En appliquant ces orientations, cette ligne que je viens de vous exposer, forcément, on ne plaît pas à tout le monde. Mais de ce fait, j'ai la conviction d'atteindre ce point d'équilibre que j'évoquais. En fait, j'entends les critiques, ce sont mes derniers mots pour ce propos, je les reçois, ces critiques montées au sein d'un certain nombre d'associations. J'entends les critiques qui me reprochent dans des termes parfois très peu nuancés, je les reçois évidemment beaucoup moins, d'être trop dur vis-à-vis des étrangers. Des critiques qui se mêlent à d'autres, venus cette fois d'ailleurs, par la voix même d'ailleurs de mon prédécesseur, qui me reproche, je cite, d'être laxiste. C'est difficile d'être à la fois dur et laxiste. Mais j'ai la faiblesse de croire que ces critiques contradictoires sont les conséquences précisément d'un point d'équilibre que je recherche sur les sujets dont nous allons parler aujourd'hui, même si évidemment je ne prétends pas, comme on le prétend d'ailleurs, sur ces sujets comme sur d'autres, détenir la vérité. Il n'y a rien de parfait, rien de figé, et la seule question qui doit nous animer est la suivante. Est-ce que le choix qui est fait est juste ou non? S'il est juste, il sera appliqué. S'il est injuste, il sera
rejeté. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, quelques-uns de ces éléments. J'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer publiquement, mais je suis conscient qu'aujourd'hui, nous pourrons approfondir un certain nombre de sujets tout à fait essentiels. Je vous remercie. Bien, merci Manuel Valls, Monsieur le Ministre, pour cet exposé liminaire par lequel vous avez bien voulu faire un certain nombre d'annonces sur des sujets auxquels nous sommes très attentifs, en particulier la place de la loi dans le dispositif. Vous avez bien voulu dire que le Sénat était attaché à la mesure. Vous savez que nous sommes aussi très attachés aux libertés publiques, aux droits de l'homme, au fait que la France est une terre d'accueil de par son histoire, mais nous sommes tout autant attachés à ce qu'il y ait une maîtrise de l'immigration, maîtrise qu'il convient de bien mettre en œuvre. Vous l'avez d'ailleurs souligné. Et notre question serait, s'il était possible, d'éviter un certain nombre de polémiques trop faciles. La question n'est en effet pas de savoir si c'est trop laxiste ou si c'est trop dur. La question est de savoir ce qui est juste. La question est de savoir quel est le droit et quel droit nouveau nous pouvons fonder, étant donné que vous avez indiqué, c'était d'ailleurs les engagements du président de la République, un certain nombre d'orientations qui, naturellement, constituent une politique différente de celle qui a été mise en œuvre par 5 lois, pas moins, en 5 ans, pas moins, sur l'immigration et aussi d'ailleurs le droit d'asile dont nous avons pu débattre dans cette Assemblée. Alors, nous sommes nombreux et beaucoup de collègues sont venus de toutes les commissions. C'est dire que le sujet intéresse. Qu'il me soit permis de vous dire, je ne vais pas parler de manière éthérée, sans pour autant suivre le fil de Monsieur le Président de la Commission des Finances hier, mais je dirais qu'un bon nombre d'entre nous ont sans doute perçu favorablement, en tout cas j'en suis, la circulaire sur les étudiants, Monsieur le Ministre. Parce que c'était tellement pénible de voir tous ces étudiants du monde qui venaient frapper à la porte de la France et qui se trouvaient rejetés ou alors contraints à faire des queues auprès de bureaux et aller ailleurs. C'est aussi très important pour le rayonnement de la France que d'accueillir les jeunes étudiants du monde. D'autre part aussi, la circulaire, Monsieur le Ministre, sur la place des enfants, ou plutôt la non-place ou l'absence de place des enfants au sein des centres de rétention. Vous avez annoncé que vous comptiez nous proposer de mettre fin au délit de solidarité. C'est vrai que ce délit, nous l'avons souvent, pour un certain nombre d'entre nous d'ailleurs, de toutes orientations politiques. Il nous est arrivé de parler contre ce délit, je me permets de le dire parce que c'est vrai, puisqu'il revenait à pénaliser un certain nombre d'associations qui faisaient tout simplement mission humanitaire. Par rapport à la question des circulaires que j'ai citées, une première question qui apparaît est la suivante. On ne peut sans doute pas s'en tenir aux circulaires. Donc il faut sans doute qu'un certain nombre de dispositions soient dans la loi. Et quand je dis sans doute, je pourrais dire certainement, même si certainement sur le plan de la linguistique est aussi hypothétique que sans doute, ce qui est d'ailleurs un autre sujet. Deuxièmement, par rapport aux questions du regroupement familial, nous sommes un certain nombre à penser ici, me semble-t-il, que l'ensemble des clauses qui ont été fixées et inscrites dans la loi aboutissent ressources exigées, passage de 12 à 18 mois de la durée de séjour nécessaire pour pouvoir demander le regroupement familial, obligation pour le conjoint d'obtenir un visa de long séjour, durcissement de la condition du logement, etc., etc. Tout cela aboutit quand même à de grandes difficultés pour le regroupement familial et tout simplement pour le droit de vivre avec son conjoint. Sans compter les questions des examens à caractère culturel et linguistique. Je sais que ceci, naturellement,
ont ou peuvent avoir une pertinence, mais songez à ce qu'il adviendrait si l'on imposait aux conjoints de tel ou tel Français allant travailler en Chine ou en Inde ou en d'autres pays de connaître sur le plan linguistique, sur le plan des mœurs et de la culture, ce qu'on demande s'agissant de la République française. Donc là, il y a des sujets par rapport auxquels nous serions intéressés de connaître vos orientations. De même en matière de naturalisation, là j'avais posé la question, mais vous avez déjà répondu, parce que c'est vrai qu'une politique nouvelle de naturalisation peut être une réponse à un certain nombre de difficultés de la politique d'immigration. Enfin, il y a la question, excusez-moi, de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Vous savez qu'on
négligeable. Donc, quelles sont vos ambitions en la matière? Je vous remercie. Merci, Madame Assassi. Monsieur Jeannereau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais d'abord saluer votre décision juste et conforme par ailleurs aux orientations européennes d'avoir mis fin pour les familles à leur situation, à leur admission en centre de rétention. Cette décision nécessite attention sur la situation catastrophique due à l'insuffisance de places dans les centres d'hébergement d'urgence et qui se trouve du coup encore un peu plus aggravée par cette juste décision. Donc je souhaiterais vraiment que nous puissions regarder, notamment dans la perspective de l'hiver qui sera là dans quelques mois, comment nous allons aborder cette situation. Par ailleurs, je crois que ça a été un peu évoqué tout à l'heure, j'ai entendu une notion par rapport à laquelle je souhaiterais avoir des éclairages qui a été avancée par des services de la préfecture s'agissant d'étrangers dont on me disait qu'ils n'étaient ni expulsables ni régularisables. Alors, je voudrais savoir comment faisons-nous par rapport à ce type de population pour apporter précisément la bonne réponse. Merci, Monsieur Nègre. Monsieur le ministre, merci de votre intervention. Et je vous rejoins sur un point qui est celui de la régularisation, j'allais dire, de cette circulaire des étrangers, des étudiants étrangers qui, effectivement, ne me paraît souhaitable d'accueillir ces étudiants dans la mesure où ce sont de vrais étudiants, parce qu'ils seront des ambassadeurs demain dans le monde entier. Et donc, je trouve cette mesure intéressante. Pour le reste, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est sur la régularisation. Vous avez parlé de critères objectifs. On peut être d'accord sur le fond, effectivement. Vous avez cité le nombre d'années, le travail, la situation familiale. Mais alors, une question qui revient souvent, quid des personnes, un des critères, quid des personnes qui auront eu maille avec la justice ou la police pour être ou pas régularisé. C'est un élément important de la régularisation et je souhaiterais qu'on en tienne compte. Deuxième point, deuxième question, reconduite à la frontière, on l'a vu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et tout à l'heure, notre collègue de Mayotte nous parlait de 40% de réitérants. Donc, dans ce domaine, qu'entendez-vous? Qu'est-ce que vous pensez faire pour être, selon votre formule, efficace et donc ne pas avoir autant de réitérants et avoir des reconduites à la frontière? Troisième question et dernière question, rassurez-vous, Monsieur le Ministre, sur le regroupement familial. Il y avait des critères que vous estimez, Monsieur le Président de la Commission, semble-t-il trop stricts. Vous avez cité un exemple que je qualifierais, je vous respecte, mais d'un peu spécieux, celui de Français en Chine, etc. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, je ne savais pas que les Chinois étaient inquiets d'une immigration française. Par contre, les Français, le problème de l'immigration se pose incontestablement. Alors, personnellement, ça ne me paraît pas trop strict. Si on veut réussir, comme l'a dit Monsieur le Ministre, une vraie intégration, mais une vraie, à ce moment-là, est-ce qu'il est excessif de demander qu'il y ait un logement décent? Je suis maire, Monsieur le Président de la Commission. J'ai reçu quelqu'un qui est venu me voir en me disant, voilà, j'ai un studio de 30 mètres carrés et nous sommes 5. Il est rentré, lui, et ensuite il a fait venir son épouse et les 3 enfants. Qu'est-ce que je réponds à ça? Donc, est-ce qu'il est excessif de demander un logement décent? Et je rappelle que par ailleurs, il nous manque 1 million de logements en France. Et deuxièmement, d'avoir et d'être assuré qu'il y a un vrai travail. Parce que sinon, ça sera de l'assistanat. Et je rappelle de ce côté-là qu'il y a 3-4 millions de chômeurs. Donc,
les mesures pleines de bons sentiments, voire l'angélisme, sont sympathiques. Mais quand on est sur le terrain, on n'a pas du tout ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit les mesures. Monsieur Lorgeau me connaît très bien et sait que je ne suis pas angélique. Mais vous avez le droit de le penser, monsieur Nègre. Je dis dans l'absolu. Je rappelle tout simplement aux politiques que vous êtes tous autour de la table qu'une immigration incontrôlée, je reviens de Suède, une immigration incontrôlée en Europe a conduit, chers collègues, à une poussée populiste dans la quasi-totalité des pays d'Europe. Et ça me paraît être un élément très important de ce que nous devons faire, penser et réfléchir, sans doute au moins autant que le coût pour lutter contre l'immigration clandestine. Merci, monsieur Nègre. Monsieur Lecomte. Pour cet échange, je vais essayer de poser mes questions de manière assez télégraphique. Vous avez évoqué la question des naturalisations. On arrive à des critères qui sont tout à fait aberrants, puisqu'on doit constater que des gens qui ont l'équivalent du baccalauréat aujourd'hui français ou passerait le bac français à l'étranger dans les établissements français à l'étranger ne remplissent pas les conditions de naturalisation. Donc par rapport à ce qui a été évoqué, il y a quand même un vrai problème de critères aujourd'hui, de difficulté des critères. Sur la question de la politique d'asile, j'aurais deux sujets. Si on veut réduire les délais d'asile, il y a deux questions. L'accès aux préfectures et les moyens de l'OFPRA, dont la plupart des officiers de protection sont aujourd'hui précarisés. Il y a vraiment un effort à faire de ce côté-là. Deuxièmement, en termes de politique liée aux procédures prioritaires et donc à l'effet non suspensif d'une décision de l'OFPRA, il y a eu une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous allez modifier les principes de ce recours, de ces procédures prioritaires? Concernant les droits au séjour et les visas. Je me réjouis bien entendu de la suppression de la circulaire du 31 mai sur en particulier un programme de plus de 100 000 étudiants brésiliens pour lequel un certain nombre de nos partenaires, dont l'Allemagne, ont fait supprimer complètement les visas. Est-ce que vous envisagez de faire la même chose pour les étudiants brésiliens de ce grand programme de 100 000 étudiants pour lequel la France devrait accueillir autour de 10 000 étudiants, mais on est en compétition avec d'autres pays qui suppriment les visas. Est-ce qu'il est possible pour ce programme de les supprimer? Deuxième question, les associations qui travaillent sur les Roms et les ressortissants roumains et bulgares qui viennent en France, tous les efforts sont je ne dirais pas d'une certaine manière quasi inutile compte tenu des mesures transitoires qui aujourd'hui empêchent ces gens de bénéficier des droits des citoyens européens, de droit au travail, droit donc à sortir de la précarité. Est-ce que vous envisagez une évaluation aujourd'hui des mesures transitoires pour éventuellement les supprimer assez rapidement de manière à ce que au moins ceux qui trouveraient un travail puissent sortir de la précarité? Enfin, troisième question, il y a un certain nombre de taxes sur les cartes de séjour qui avaient été largement augmentées lors le projet de loi de finances 2012. Est-ce que vous soutiendriez une idée de les remettre à un niveau acceptable et supportable pour les étrangers? Merci, monsieur Lecomte. Monsieur Portelli. Oui, monsieur le ministre, d'abord, je voulais vous remercier à mon tour en tant qu'universitaire pour avoir abrogé le décret sur les étudiants étrangers. Je voulais vous dire, de mon expérience, qu'il faudra plus qu'une abrogation pour rétablir le flux d'étudiants de valeur vers notre pays. Je dirige moi-même un Master 2 dans ma faculté. Et je peux vous dire que nous n'avons presque plus d'étudiants des États francophones. Ce qui est absolument incroyable. Quand on regarde les pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, eh bien, le nombre d'étudiants a diminué d'à peu près 80% en l'espace d'une dizaine d'années. Donc voilà, je voulais vous le signaler. J'avais en fait deux questions qui portent sur des problèmes de discrimination qui, à mon avis, sont assez graves. Le premier concerne un sujet dont vous avez parlé, bien sûr, c'est celui des régularisations. J'ai pas mal de cas de personnes qui demandent à être régularisées, qu'on aide à être régularisées, qui trouvent un contrat de travail, puisque c'est ce qu'on leur demande, sauf qu'ensuite, le barrage tombe. C'est qu'il y a une taxe qui est exigée par l'employeur,
qui s'engage à recruter la personne, qui est une taxe qui équivaut à peu près à un mois de salaire au SMIC. Bon. Et je peux vous dire que dans un cas sur deux, l'employeur s'arrête. Parce que tout simplement, il veut bien recruter la personne en question, mais il ne veut pas payer la taxe. Alors, à mon humble avis, cette taxe, elle est totalement contraire aux conventions de l'OIT, et même, elle est, je crois même, contraire tout simplement à la Constitution, parce qu'elle crée une inégalité entre les candidats à un contrat de travail. Bon. Donc ça, c'est un point pour moi qui est extrêmement grave, et je pense que qu'il doit être réglé d'urgence. La deuxième question, vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est le problème de l'examen culturel, entre guillemets linguistique, qu'on fait passer aux candidats à la naturalisation. Moi, je peux vous dire que dans ma commune, je parle de ma commune, j'ai des ressortissants qui sont dans ma commune depuis parfois 30 ans ou plus, qui sont arrivés analphabètes et qui le sont restés. Parce que tout simplement, les conditions de travail, familiales, etc., ont fait qu'ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas osé accéder à des études scolaires, même de base. Et pour ces gens-là, eh bien, l'idée de passer un examen est un vrai traumatisme. Et pourtant, ils n'arrivent pas. Ils sont là depuis des années. Et personnellement, j'ai toujours vécu cette clause comme quelque chose d'assez scandaleux. Ça me rappelle les clauses que l'on mettait dans les États du Sud des États-Unis au lendemain de la guerre de sécession et qui ont fait que pendant un an, les anciens esclaves et leurs descendants n'ont pas pu voter parce qu'on a introduit des clauses comme celle-là pour avoir le droit de s'inscrire sur les listes électorales. Merci. Merci, Monsieur Portelli. Monsieur Fortassin. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vais essayer de répondre aux injonctions de concision à laquelle vous avez fait appel. Pour vous dire que je n'ai pas de questions particulières à signaler en tant que sénateur de base, mais je tiens à faire part de deux réactions. D'abord, vous dire, Monsieur le Ministre, que j'ai particulièrement apprécié la clarté de votre discours. Sans langue de bois, ça nous change beaucoup de certaines attitudes. Ensuite, il faut dire que ce mélange de rigueur et de fermeté et en même temps d'humanisme et de générosité me convient parfaitement. Et il y a quelque chose que j'ai noté, c'est que lorsque vous avez dit qu'il fallait abandonner les principes discrétionnaires pour faire place à la justice et à la transparence, j'approuve très nettement ce point de vue, car chaque fois qu'on a des principes discrétionnaires, c'est la République qui est abîmée. Chaque fois qu'on fait appel à la justice et à la transparence, c'est la République qui sort renforcée. Et le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est surtout de renforcer les principes républicains. Et je vous ferai part de la réaction des forces de sécurité lors de votre bref passage dans le département des Hautes-Pyrénées. Ils ont considérablement apprécié votre discours et surtout la considération que vous avez pour leur travail. Merci, Monsieur Fortassin. Madame Benbassa. Fallait le dire. Pour ceux qui militent dans le secteur de l'immigration, je voulais vous rappeler que votre gouvernement a décidé dans le décret relatif aux attributions de votre ministère de garder l'intégration et l'immigration dans les prérogatives, bien sûr, de votre ministère. Comme vous le savez mieux que moi, ce rattachement date de 2010 et il est emblématique de la réforme engagée par le gouvernement Sarkozy, largement critiquée par la gauche et les associations œuvrant en matière des droits des étrangers. On aurait pu penser que la gauche arrivée au pouvoir aurait détaché la question de l'intégration du ministère de l'Intérieur pour marquer une rupture symbolique avec la politique Sarkozy en matière d'immigration. Bien, merci. Madame Benbassa, je pense qu'avoir compris que votre intervention était achevée. Oui, oui, très bien, j'ai bien compris. Alors... Vous êtes étonné? Oui, j'ai été très... J'ai remarqué. Alors, Madame Tasca.
Monsieur le Ministre, pour votre introduction qui nous ouvre, j'ai envie de dire, enfin, des perspectives positives, constructives sur la politique d'immigration dans ce pays. J'ai noté beaucoup d'annonces qui me paraissent extrêmement positives et je souhaite que vous ayez les moyens de les mettre toutes en œuvre. Pour ma part, comme ma collègue vient de l'évoquer, je veux dire qu'il me semble au contraire positif de joindre la responsabilité de l'immigration et celle de l'intégration, même si en ce qui concerne l'intégration, vous êtes évidemment appelés à travailler avec l'ensemble de vos collègues au gouvernement. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir un discours juste sur l'immigration si on ne se donne pas les moyens d'une politique d'intégration tout à fait active. Vous avez évoqué très brièvement le dernier Conseil européen et la question de l'espace Schengen. Est-ce que vous pourriez y revenir un petit peu? Je tiens à vous dire qu'il n'y a eu aucun procès d'intention à votre égard sur la position que vous avez été amené à prendre. Nous avons d'ailleurs déjà rencontré certains de vos collaborateurs sur ce sujet. Mais ici, aussi bien la Commission des lois que la Commission des affaires européennes se sont préoccupés de ce qui s'était dit là. Et donc, moi, j'aimerais que vous nous donniez votre appréciation personnelle sur l'état d'esprit de vos collègues au sein de l'Union par rapport aux évaluations Schengen et par rapport à ces fameuses circonstances exceptionnelles qui pourraient permettre le rétablissement de contrôles intérieurs. Mais encore une fois, Monsieur le Ministre, il n'y avait aucun procès d'intention en ce qui concerne votre position, mais un vrai souci sur ce que peut devenir la politique européenne, d'autant que nous constatons que dans un certain nombre d'États membres, la question des migrations n'est pas regardée comme elle l'est dans notre pays. Tous les États membres ne sont pas des terres d'accueil naturelles et même au contraire. Merci Madame Tasca. Monsieur Béchu. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis extrêmement gêné parce que un impératif fait que j'aurais pas, vraisemblablement pas moi non plus, le temps d'entendre votre réponse. Mais comme j'ai cru comprendre que vous aviez vous-même des impératifs, peut-être que vous ne répondrez à personne, ce qui diminuerait ma gêne. Il y aura un excellent compte-rendu. Je souhaiterais en on va dire en 3 points très rapides, non pas engager un débat large sur ces questions dont chacun mesure qu'elles sont complexes et que les déclarations d'intention sont une chose, la manière de mettre en œuvre et de tenir une ligne de crête entre fermeté et humanisme se fait au fur et à mesure d'un exercice ministériel qui commence. J'aimerais, dans la continuité des propos de mon collègue Jeanneraud, vous dire que une des questions qui se posent pour les CHRS, ce sont les profondes inégalités territoriales dans notre pays sur le nombre de personnes accueillies territoire par territoire. Il y a une question globale en France, et puis il y a ensuite, dans certains territoires, parfois parce que les collectivités, parfois parce que les associations ont été actives, un nombre de personnes accueillies qui finit par poser des difficultés. Au regard de la population, le Maine-et-Loire accueille plus de personnes en situation de demande d'asile que la Loire-Atlantique, alors que chacun sait que, en termes de population, on est pourtant dans des situations très différentes. Une des explications, c'est que partout où vous avez en France une borne Eurodac, vous avez un nombre important de demandeurs. Et il y a 2 solutions. Celle qui est la généralisation des bornes d'Eurodac dans les préfectures pour faire en sorte d'avoir un moyen partout de pouvoir avoir ce type de mesures et éviter qu'il y ait des complexités administratives en fonction des territoires. Et un second qui consiste à défendre un principe de régionalisation stricte pour éviter d'avoir des écarts et que des territoires qui ne sont pas les plus grands se retrouvent avec des populations plus importantes. Je ne tranche pas, je dis juste que ça fait partie des soucis. Je ne crois pas qu'on puisse distinguer les questions d'immigration, de régularisation, de sans-papiers, sans les connecter à l'asile. Pour une raison très simple. C'est que c'est la longueur des procédures d'examen des demandes d'asile qui amène des gens à être dans une situation de nini objectif.
Si nous étions en situation, au bout de quelques mois, de dire à quelqu'un « vous êtes le bienvenu ou vous n'êtes pas le bienvenu », le fait de le raccompagner à la frontière serait autrement plus simple que quand on attend 18 ou 24 mois et qu'il y a à ce moment-là des liens humains qui se sont tissés. Et si on ne s'aperçoit pas que la demande d'asile est le moyen le plus simple de pouvoir rentrer en France pour ensuite introduire un certain nombre de procédures, on manque une étape dans la compréhension globale du phénomène. Donc moi je pense qu'on ne peut pas distinguer les deux. Et que le renforcement des moyens pour l'examen de la demande d'asile est à la fois nécessité par la conception que nous avons de la mission de notre pays et de la dignité qui va avec l'accueil, mais elle est nécessaire pour conduire une politique de fermeté avec des régularisations qui soient compréhensibles par les populations, en évitant qu'on ait des situations qui, au fil du temps, finissent par devenir de fait des régularisations. Enfin, il y a la question de l'AME, du droit de timbre. On a évoqué cet après-midi le principe des taxes. On a évoqué le principe des étudiants étrangers qui bénéficient, quand ils arrivent en France, des APL. Et moi, je considère que sur cette question, ce n'est pas la nationalité qui doit fonder le principe du versement ou pas d'un timbre, mais c'est un minimum d'examen sur la question des ressources. Et pour parler de la situation, par exemple, des étudiants en situation étrangère qui touchent les APL plein pot compte tenu du fait que leurs parents, ne travaillant pas en France, ne déclarent rien, quand bien même ils auraient des situations sur le plan financier extrêmement intéressantes à l'étranger, pour un certain nombre d'entre eux qui envoient leurs enfants apprendre le français dans notre pays, il y a une profonde injustice, non pas en raison de la nationalité, mais en raison tout simplement des différentiels de ressources qui ne sont pas pris en compte. Merci, Monsieur Béchu. Madame Chiari. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, puisque l'occasion m'est donnée, je voulais vous dire à quel point j'ai apprécié vos propos lors de votre prise de fonction, quand vous avez déclaré d'une phrase « Nous ne stigmatiserons aucune communauté ». Parce que la confiance en la République se fonde aussi sur des propos apaisants. Elle se fonde sur, et elle passe par l'égalité de traitement aussi. Et l'égalité de traitement se fonde sur des critères simples, intelligibles par tous, que ce soit aussi bien pour la régularisation des sans-papiers que pour, évidemment, l'accès à la nationalité. Alors je sens bien votre volonté de mettre en œuvre une égalité de traitement. Et comment cette uniformité sur l'ensemble du territoire sera-t-elle mise en œuvre alors qu'il y a de si mauvaises habitudes prises et depuis si longtemps ? Je voulais aussi évoquer la question des taxes qui pèsent sur les familles, notamment quand il s'agit des taxes pour le droit au séjour. Ça a été évoqué par mon collègue Lecomte. Dans le cas d'une famille, ces taxes peuvent atteindre 1 500 à 2 000 euros. Donc c'est quand même énorme et il faudrait quand même qu'on se penche sur ces montants. Et sur les étudiants étrangers, je voudrais quand même dire, parce que je viens d'entendre un collègue s'exprimer sur cette question, que je me réjouis de voir que certains aujourd'hui trouvent du bien fondé à la résolution que j'ai eu l'honneur de porter ici sur les étudiants étrangers et qui a abouti à l'abrogation de la circulaire Guéant. Enfin quand même, j'aurais préféré ce soutien en séance et je tenais à le dire. Bien, merci Madame Chiari. Monsieur Hérisson. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Mon intervention n'est pas véritablement directement liée ni sur le plan législatif ni réglementaire à l'immigration, mais dans l'esprit de nos concitoyens, et tout le monde le sait ici, la problématique des gens du voyage dont je m'occupe depuis un certain nombre d'années, avec l'amalgame qui a été créé avec la présence des Roms dans notre territoire, font que la plupart de nos concitoyens pensent qu'il s'agit d'un problème d'immigration. Raison de plus pour que nous ayons à en parler, nous ayons à débattre et que nous puissions, à travers plusieurs propositions de loi qui ont été déposées et une PPL que je déposerai à l'issue de 2 missions consécutives de 6 mois qui m'ont été confiées au cours des années précédentes, mais je ne la déposerai pas, Monsieur le Ministre, sans vous avoir adressé un exemplaire du projet et après l'avoir rapproché dans une discussion avec le défenseur des droits, parce que je crois qu'il y avait là la nécessité et l'urgence de le faire. Ce que je voulais dire sur ce point, c'est que nous avons véritablement besoin de traiter de ce sujet. Et Monsieur le Président de la Commission des lois, je pense que dès lors que j'aurai déposé cette PPL, je compte sur vous pour que nous puissions continuer
avec, je dirais, le même esprit, puisque j'ai à m'occuper de ce problème-là depuis l'époque où j'étais en tandem, tous les deux vice-présidents de l'Association des maires de France dans les années 95-2000, avec Louis Besson, à l'époque maire de Chambéry, parce que c'est le principe de fonctionnement de l'Association des maires de France. On met toujours deux parlementaires, un de la majorité, un de l'opposition, sur un sujet aussi sensible que celui-là, et que j'appelle de mes voeux à ce que le rapporteur de ce texte soit le moment venu quelqu'un de la majorité du Sénat, de manière à ce que nous puissions faire le pendant sur cette proposition qui, par rapport à d'autres, a l'avantage, non pas parce que c'est moi, mais parce que, à la suite des deux missions, j'ai pu rassembler l'essentiel des points urgents à traiter sur la problématique des gens du voyage. Je crois qu'il y a là un problème, d'autant que, même s'il ne s'agit pas d'un problème d'immigration, aujourd'hui, dans la période transitoire, même si c'est un peu technique, la Bulgarie et plus particulièrement la Roumanie sont dans une situation où, effectivement, le sujet est traité de leur présence sur le territoire avec les textes concernant l'immigration, mais ce dispositif prend fin le 31 décembre 2013. Nous aurons donc à partir de 2014 à traiter les gens du voyage de l'Union européenne, roumains compris. Et je vous rappelle que la Roumanie est le pays qui, à lui tout seul, a une minorité ethnique de 2 800 000 habitants qui sont des Roms, qui sont pour moi de nationalité roumaine, mais qui sont des Roms, et sur lequel il est nécessaire, au nom, j'allais dire, d'un principe de prévention et d'anticipation, de traiter de ce sujet et, si possible, de le traiter par la loi, parce que à partir du moment où ils appartiendront définitivement à l'Union européenne, ils auront droit au statut de gens du voyage dans notre pays, et c'est de là que viennent la grande majorité de ces personnes qui souhaitent vivre en France, qui sont aujourd'hui au nombre de 15 000, mêlés aux 400 000 gens du voyage dans notre pays, dans un amalgame assez difficile à gérer et sur lequel nous avons besoin de travailler ensemble. Je vous redis ici, donc j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mon entière disposition sur un sujet sur lequel je travaille depuis 1995 et pour lequel j'ai été un des deux rapporteurs de la loi Besson en 2000. Bien, merci Monsieur Hérisson. Nous savons votre implication et soyez sûr que la commission des lois traitera avec beaucoup de soin votre proposition. Mes chers collègues, voilà le dilemme devant lequel nous sommes. Monsieur le ministre va devoir prendre son avion. Il serait bien qu'il pût répondre à vos questions. Et j'ai encore 4 orateurs inscrits. Alors, je vous propose de demander aux 4 orateurs inscrits de faire un effort exceptionnel pour que Monsieur le ministre puisse répondre. Est-ce que vous en êtes d'accord? Alors, les 4 orateurs qui vont devoir réussir cet exploit sont d'abord Virginie Claes. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais donc être très brève. Dans le prolongement tout d'abord de l'intervention de Monsieur Béchu, outre la répartition territoriale des personnes sur le territoire, il y a aussi une répartition des charges qui incombe beaucoup aux départements sur le territoire, charges liées à l'aide sociale et à l'aide à l'enfance. Donc, est-ce qu'il y aura une solidarité nationale ou est-ce que l'État sera coordonnateur de quelque chose qui s'établira entre les collectivités? Mais je crois que là, il y a quelque chose à réfléchir. Et ma deuxième question portait sur les tests osseux pratiqués pour déterminer l'âge des mineurs, supposés mineurs sur le territoire. Quid de ces tests osseux qui ne sont pas fiables, qui prennent du temps financier, en moyens matériels, etc. et qui sont générateurs ou non générateurs de droits derrière avec un résultat, une fois de plus, sur le plan scientifique, très peu sûr. Merci Madame Claes. Monsieur Van Dieren donc. Très rapidement, Monsieur le Ministre, sur l'accès à la nationalité française. Je vous suggérerais bien, comme ça je serai très court, une mission, inspection générale de l'administration, les sénateurs que ça intéresse, une préfecture, celle du Nord, et qu'on regarde concrètement comment on peut améliorer le circuit. Monsieur Van Dieren donc apprécierait de faire partie de la mission. En plus, il est très compétent. Bien, Monsieur Buffet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, une observation, 2 questions. La première observation, c'est que je note qu'il n'y a pas de changement fondamental dans la politique que vous voulez mener par rapport à la précédente, en particulier à l'égard des reconduites à la frontière et de la lutte contre l'immigration irrégulière, et en particulier sur les principes de régularisation. Sur ces principes de régularisation, vous avez évoqué la mise en place de critères objectifs, ce qui en soi est une bonne chose.
En revanche, je voudrais savoir quelles instructions vous allez donner aux préfets, qui restent quand même des interlocuteurs privilégiés dans nos différents départements sur ce type de problématique, et qu'ils sont, parce qu'ils ont la souplesse d'appréciation nécessaire, des régulateurs importants sur lesquels nous savons pouvoir compter, et ils ont besoin de liberté pour pouvoir exercer ce rôle-là. Pouvez-vous nous le confirmer? Deuxième question, en ce qui concerne le droit d'asile, que je mets à part évidemment. Nous savons tous que la durée de la procédure est capitale, puisque plus la procédure est courte, moins nous risquons l'immigration irrégulière et l'usage de cette procédure à des fins de maintien sur le territoire. Et nous savons particulièrement que c'est la Cour nationale du droit d'asile qui est la plus chargée aujourd'hui, l'OFPRA ayant globalement conservé ses moyens. Avez-vous prévu dans le budget prochain les moyens budgétaires suffisants pour permettre à la Cour nationale du droit d'asile de remplir sa mission dans un délai le plus rapide possible, afin que l'instruction des demandes se fasse dans un délai objectif ou fixé de l'ordre d'1 année? Merci. Merci Monsieur Buffet. Madame Blondin. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question va rejoindre celle de Madame Claes et de Monsieur Béchu, à savoir les difficultés qu'ont les préfectures de pouvoir assumer l'hébergement des demandeurs d'asile, et particulièrement lorsque les budgets affectés aux préfectures ont été entièrement consommés jusqu'en mai dernier. Et après, quid justement de l'hébergement de ces personnes, et d'où l'intérêt d'avoir évidemment des conventions entre les collectivités territoriales, les grandes villes et l'État. Mais l'État n'a pas pu évidemment assumer ses responsabilités entières à partir de mai dernier. Merci. Bien, merci Madame Blondin. Merci tous mes chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Et évidemment... Monsieur le Président Poncelet, excusez-moi Monsieur le Président Poncelet, vous allez dire un mot peut-être. Très bref. Oui. Tout d'abord, je partage les interventions précédentes. Il y aura très rapidement un problème au niveau des départements. Je suis président du Conseil général et j'insiste sur 2 points. C'est que d'une part, on confie aux conseillers généraux, bien sûr, des missions sociales importantes, hier, n'est-ce pas, importantes, et on ne règle pas la facture. On ne règle pas la facture, ne serait-ce que pour la PA. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, les collectivités territoriales ne peuvent presque plus investir. Elles ne peuvent plus investir. 73% de l'investissement en France est réalisé par les collectivités territoriales. Si demain elles ne peuvent plus investir, il y aura tarissement. Mais je voudrais simplement, moi, vous demander un service. Il y a un pays que je connais tout particulièrement, que j'apprécie beaucoup, où je vais régulièrement. Avec ce pays, il y a eu des périodes froides, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai constaté une volonté très forte de ce pays de se rapprocher de la France, de vivre avec la France, n'est-ce pas? Et vous ne serez pas surpris, c'est l'Algérie. Et M. Fabius, il en rentre, il pourra vous le dire. Et par conséquent, je voudrais que dans vos consulats, en ce qui concerne, bien sûr, l'Algérie, beaucoup de jeunes viennent vers le français, beaucoup de jeunes veulent connaître la France, veulent venir en France, au sport d'hiver, ici et là, pas pour y rester, mais pour connaître ce pays. Donc, que les consulats ne pinaillent pas, n'est-ce pas, comme ils le font dans d'autres pays que je peux comprendre, mais là, qu'on facilite, au contraire, cette relation entre ce pays, cette jeunesse qui a la volonté d'apprendre le français, la volonté de venir en France, ils repartent chez eux après, ils reviennent, n'est-ce pas? Il y a des liens très forts qui se tissent, mais parfois, dans les consulats, excusez-moi l'expression un peu populaire, on pinaille, et ça les décourage. Alors je suis à plusieurs reprises intervenu personnellement auprès des consulats. Je vous demande de bien vouloir être mon interprète et de leur dire, concernant la jeunesse algérienne, qu'ils nous aident, bien sûr, à établir ces liens très forts d'amitié. Merci. Merci, Monsieur le Président Poncelet. Monsieur le Ministre. Rapidement, et je reviendrai, évidemment, c'est ce que j'allais dire, avant de céder, évidemment, la parole à Monsieur le Président Poncelet. Très rapidement, j'aurai l'occasion de venir, de revenir, de travailler avec vous, avec les rapporteurs, soyez-en certains. Je vous réponds d'ailleurs tout de suite, Monsieur le Président. Je me rendrai en Algérie cet automne, avec la volonté, pas seulement de traiter ces sujets, d'autres sujets plus délicats, mais d'essayer de travailler sur la problématique des visas et des conventions très particulières que nous avons avec l'Algérie. J'évoquerai aussi ces questions, mais dans un autre cadre, moins tendu peut-être sur ces problématiques-là, dès demain, dès ce soir, puisque j'y arrive, au Maroc. Très rapidement, même s'il y a beaucoup de sujets, ils sont tous passionnants, même évidemment, j'aurais aimé uniquement retenir l'intervention du sénateur François Fortassin, mais vous comprendrez,
m'était très agréable et je vous en remercie, mais je ne peux pas uniquement me tenir à celle-ci. Mais je vous remercie bien évidemment. Le débat sur le périmètre du ministère. C'est un choix qui a été fait par le président de la République et par le Premier ministre. Je comprends toutes ces questions et tous ces débats, mais j'ai cette responsabilité, celle de l'immigration, de l'intégration, du droit d'asile, et je les assumerai. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une cohérence, ça a été rappelé par Catherine Tasca, je la remercie, et en même temps, ce que je veux dire tout simplement, c'est que ce grand ministère de l'Intérieur ne doit pas être uniquement le ministère de l'ordre public. C'est évidemment très important, et sans ordre public, il n'y a pas de démocratie. Mais c'est aussi celui des libertés publiques. Et donc, d'autres fois, il y avait aussi les collectivités territoriales, voire l'outre-mer encore récemment. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, j'assume cette responsabilité. Tous les débats, évidemment, notamment quand ils sont menés par des parlementaires, sont estimables. Je peux les comprendre. Mais par exemple, sur l'asile et sur l'OFPRA, j'ai une responsabilité administrative et financière. Je n'ai en aucun cas le pouvoir de mettre en cause l'indépendance, l'autonomie, notamment des agents qui travaillent à l'OFPRA. Et de ce point de vue-là, je réponds tout de suite. Nous sommes dans la discussion de préparation du projet de loi de finances 2013, avec j'obtiendrai les moyens nécessaires pour accélérer effectivement les processus. Le président de la République, quand il était candidat, s'était engagé à réduire les délais à 6 mois, c'est le bon chiffre pour faire face aux problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure. Il est vrai, et nous l'avons dit avec le président Sueur, il n'y a pas un lien entre immigration et asile, parce que l'asile, c'est un droit régi par des conventions internationales auxquelles nous sommes tous très profondément attachés. Il va de soi que ceux qui sont déboutés du droit d'asile peuvent se retrouver ensuite, évidemment, face aux politiques d'immigration. Vous l'avez rappelé, mais je crois que en termes de principe, c'est important d'affirmer cette séparation entre asile et politique d'immigration. Un mot sur le droit de vote. Elle nécessite une réforme constitutionnelle. C'est au président de la République de l'engager selon les formes qu'il choisira. J'étais, moi, dans une autre législature, rapporteur d'une proposition de loi sur cette revendication ancienne. Et c'est un droit que l'on peut donner à des citoyens qui ne sont ni français ni membres de l'Union européenne, car cela existe déjà pour les membres de l'Union européenne. Le seul élément que je peux vous donner en termes de réflexion personnelle, c'est considérer qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un élément d'intégration supplémentaire. Ça peut l'être, je ne le néglige pas. C'est un droit, donc il faut l'intégrer tel quel. Mais là où je suis, puisque la question du droit de vote est d'une autre nature, constitutionnelle en tout cas, je veux insister sur la question de la naturalisation. C'est pour moi sans doute l'élément le plus important. J'ai présidé une mission sur la nationalité à l'Assemblée nationale, au moment où on souhaitait, dans une autre assemblée, mettre en cause la double nationalité. J'y étais évidemment défavorable, mais je crois très important qu'on insiste sur ce que représente aujourd'hui la naturalisation. Le droit de vote des résidents étrangers a été porté dans les années 70, c'était un élément important, notamment vis-à-vis de tous les travailleurs, de la péninsule ibérique, de l'Italie, du Maghreb qui étaient sur notre sol. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est la naturalisation et la question, le mot est, vous connaissez ces sujets, mal choisis, mais celui de l'intégration de la première, de la deuxième, de la troisième génération de citoyens qui sont français ou qui souhaitent le devenir. Et c'est, je crois, pour nous tous, sans doute, la très grande priorité pour le droit de vote. Je vous ai répondu, vous savez quelle est la réforme qu'il faut mener dans ce domaine-là. Je réponds du coup à la question de l'accès à la nationalité française. Je vous ai dit que je considérais qu'il y avait une course d'obstacles qui était aléatoire et très souvent discriminante. Je donnerai un certain nombre de directives aux préfets que nous rencontrons avec le Premier ministre de nouveau la semaine prochaine. Il faut changer la donne.
pour mesurer notamment l'impact de la déconcentration, monsieur le sénateur, pas uniquement dans le Nord, mettre à plat et reconsidérer les critères d'accès à la nationalité, l'insertion professionnelle, l'emploi, les conditions de ressources, la situation des jeunes, celle des conjoints français, encadrer l'entretien d'assimilation, c'est le sénateur Portelli que je retrouve avec plaisir. Il y a par exemple un questionnaire qui est plus proche d'un jeu télévisé, honnêtement, et même des ministres et peut-être même des sénateurs auraient peut-être du mal à y répondre, tellement il apparaît, je pense, hors des clous, mais, et puis souvent ces procédures arrivent très tard, les agents des préfectures qu'il faut profondément respecter, qui se trouvent face à de véritables difficultés, méritent peut-être d'avoir des outils performants, parce que la question de l'adhésion à nos valeurs, à notre histoire, à nos langues, à ce qu'est notre pays, c'est évidemment très important, c'est même essentiel, mais avec un cadre plus souple, plus pratique et surtout plus performant. En tout cas, l'idée, je ne veux pas remettre du jour au lendemain en cause la déconcentration. Faisons attention au va-et-vient et au changement, puis parce que surtout, là où c'était concentré, aujourd'hui, nous n'avons pas les agents pour cela. Mais en tout cas, ce processus d'évaluation pour arriver à la cohérence et à l'égalité dans tous les territoires, cela me paraît être un évident avec cet objectif que j'ai évoqué. De ce point de vue-là, président Sueur l'a évoqué, je fais attention, nous l'avons dit les uns et les autres souvent, et encore vous il y a un instant, il y a eu beaucoup de lois. Le président de la République et le Premier ministre nous ont donné à chacun d'entre nous, les ministres, une feuille de route. Légiférer quand c'est nécessaire. Mettez en œuvre quand c'est possible pour être efficace. La loi, elle est nécessaire. Nous l'avons vu suite à la décision de la Cour de cassation, qui a appliqué encore une fois des décisions au niveau européen. Ça sera nécessaire pour travailler sur un titre de séjour. Cela va de soi. Mais soyons prudents. Mais en tout cas, là où la loi est nécessaire, là où la circulaire ne règle pas des problèmes qui montreraient qu'il y a une contradiction entre le droit français et la pratique, oui, alors il faudra légiférer. De toute façon, c'est votre droit le plus strict. Et quand il y aura des textes de loi que je présenterai, je ne vous encourage pas à le faire systématiquement, mais je ne doute pas que l'initiative de proposition, d'amendement ne manquera pas de votre part. Et en tout cas, il y a la hiérarchie des normes, l'égalité, qui sont des éléments tout à fait essentiels et que la loi doit faire vivre. Lors du débat qui se tiendra de ce point de vue-là sur la carte pluriannuelle, de 3 ans par exemple, je suis tout à fait disposé à rediscuter de tous les durcissements, de tous les critères qui ont été mis en place au cours de ces dernières années, et notamment concernant le regroupement familial et les restrictions concernant le conjoint étranger. Si on regarde qui sont les signatures des contrats d'accueil et d'intégration, on s'aperçoit que 73% d'entre eux sont arrivés en France dans le cadre du regroupement familial pris au sens le plus large, c'est-à-dire du fait d'un lien familial. Donc ça nous donne là, je crois, un champ qui peut être exploré, même s'il faut évidemment savoir discerner d'éventuelles situations de fraude. Cependant, à l'occasion des débats que nous aurons tous les ans au Parlement sur le lien entre économie et immigration, ou à l'occasion des textes de loi que je vous présenterai au nom du gouvernement, ayons un débat serein sur ces questions d'immigration. Concernant les étudiants, et l'un d'entre vous, c'est vous, je crois, a pertinemment souligné que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fera venir les étudiants étrangers, parce que ça obéit aussi à un autre rôle qui est celui de la place de la France dans le monde, et notamment là où il y a une relation forte avec des pays qui nous sont liés par une histoire, où notre langue est l'usage. Donc il y a un défi pour notre pays comme pour nos universités. Ayons un débat sur les questions économiques, mais aussi sur le regroupement familial. Et ayons aussi, sans langue de bois, une réflexion sur l'accueil de l'immigration dans notre pays, qui aujourd'hui se passe dans de mauvaises conditions en termes d'emploi et de logement, et que ce sont les mêmes villes, les mêmes quartiers qui accueillent une immigration parfois en difficulté, parfois très pauvre, ce qui rajoute aux difficultés et l'immigration régulière et
de nos compatriotes. Et il faut avoir aussi ces éléments en tête si nous voulons avoir une politique d'immigration qui doit se jouer, évidemment. Je crois que c'est l'un des grands défis de la planète. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les migrations changent et ont bouleversé. C'est d'abord du sud vers le sud, ne l'oublions pas. Le monde s'est ouvert. L'immigration qui arrive en France n'est pas la même qu'il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Cela change en grande partie nos quartiers, nos villes, nos départements. Avant, elle était concentrée sur un certain nombre de départements. Aujourd'hui, c'est partout. Nos conseils généraux, nos départements, nos préfectures ont du mal à faire face, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, à ces problématiques. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un débat difficile. Je ne suis pas naïf, et encore moins angélique, mais essayons de le maîtriser, ce débat. C'est important pour notre pays. J'ai répondu sur les naturalisations. Il y a le débat sur la durée maximale de rétention, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. La durée de 45 jours est une durée maximale inscrite dans nos droits, mais qui doit être ramenée à l'utilisation réelle de la rétention, qui est une mesure coercitive ultime, lorsque l'éloignement ne peut être réalisé par un autre moyen, et dont la durée moyenne en métropole, je dis bien en métropole, est d'environ 10 jours. Et pour atteindre 45 jours, aujourd'hui, il faut que le juge des libertés et de la détention se soit prononcé par 2 fois sur la prolongation de la rétention. Rétention qui, à travers toute une série d'évolutions, notamment de notre droit et du droit européen, va connaître des changements profonds. Et je souhaiterais, contrairement à ce qui s'est passé avec la dernière décision de la Cour de cassation, que nous soyons, gouvernement et législateur, en capacité d'anticiper ces évolutions concernant, c'est vrai, le droit d'asile, c'est vrai, la rétention, parce que sinon, comme sur la garde à vue, nous allons nous retrouver face à des problèmes majeurs. D'abord pour notre administration, parce qu'ils n'auront pas été anticipés. En tout cas, je suis ouvert là aussi à un débat sur ces questions. Sur les zones d'attente flottantes, elles existent, elles ont été prévues par le CESEDA. Il s'agit d'un dispositif qui permet de faire face à toute une série de situations exceptionnelles. Ce ne sont pas évidemment des lieux de non-droit. Elles bénéficient de l'ensemble des droits afférents aux zones d'attente. Le défenseur de droit y est évidemment attentif, le contrôleur aussi. Je crois, pour ma part, je vous réponds en tout cas précisément, qu'il faut maintenir l'existence de ces zones pour notre politique de maîtrise des flux migratoires. Mais je sais que les associations habilitées à accéder à ces zones sont critiques. Les préfets des départements les plus susceptibles d'être concernés, notamment sur la façade méditerranéenne, ont reçu instruction de faire ou de préparer des scénarios de crise permettant d'anticiper les lieux les plus probables de débarquement et d'en déduire les modalités les plus efficaces en termes d'hébergement. En tout cas, je suis attentif à la garantie des droits de l'étranger et évidemment aux attentes du Parlement, et le contrôleur général des lieux de privation que je citais il y a un instant a évoqué avec moi ces sujets. Je ne peux pas répondre sur Mayotte, c'est un vrai sujet. Enfin, je ne peux pas répondre en quelques secondes sur Mayotte. Je suis évidemment très sensible à la qualité du rapport que vous venez de produire. Il était impossible, mais Monsieur le sénateur de Mayotte l'a dit avec beaucoup de franchise, de considérer que la situation à Mayotte était la même que celle que nous vivions concernant la rétention des enfants, que celle que nous vivions en métropole. Il s'agit là d'un problème plus général, du lien aussi avec la République des Comores. Et moi, je me tiens à vos dispositions et à celles, évidemment, des parlementaires de ce département pour évoquer ces situations. On me dit qu'il faut que je parte. Il y a évidemment beaucoup de questions. Mais là, je suis vraiment obligé de partir parce que je peux pas rater l'avion. On reparlera de la question des droits. Mais que vous avez eu la gentillesse de mettre à part, qui est celle des gens du voyage. Je veux vous dire ma profonde inquiétude sur la problématique dite des Roms. Je ne suis pas sûr d'ailleurs, Monsieur le sénateur des Français de l'étranger, qu'on réglerait uniquement le problème par la question de l'accès au travail. C'est un des éléments, je ne le néglige pas,
Mais ça n'est pas le seul. J'ai rencontré mon homologue dans une situation que vous imaginez politique extrêmement compliquée, pour ne pas en dire plus, mon homologue roumain, ministre de l'Intérieur. Nous menons une politique commune contre les filières qui exploitent les individus, les gens, qui se livrent à des trafics, à de la prostitution. Mais il y a un problème plus général. Ce sont des citoyens européens. Et je crois qu'il est temps que l'Union européenne rappelle aussi à ces pays où souvent, et je ne les cite pas, ces pays, ces gens sont pourchassés, vivent en tout cas de véritables discriminations à leurs obligations. Mais je suis très inquiet de la concentration aujourd'hui dans toute une série de campements. Il y a des expériences particulièrement intéressantes, il y en a eu en région parisienne, il y en a eu à Tourcoing, d'accueil, d'intégration des familles, mais ce sont des politiques homéopathiques. La situation aujourd'hui à Lyon, à Aix-en-Provence, en Seine-Saint-Denis, dans une partie de l'agglomération lilloise, nous oblige à prendre des décisions de démantèlement. Et je ne dis pas que ça règle la solution, mais nous sommes face, par exemple en Seine-Saint-Denis, une parlementaire de ce département député me l'a évoqué hier, face à une situation y compris de confrontation entre des populations de quartiers populaires et des populations dites roms. Et c'est un sujet que je veux traiter, pas facile, mais dans la sérénité. On ne peut les traiter que dans la sérénité, parce que sinon, si le débat est remis sur la place publique de nouveau de la manière dont ça a été fait il y a 2 ans, on n'y arrivera pas. Et c'est là où on aboutit, monsieur le sénateur Hérisson, à la confusion que vous ne souhaitez pas il y a un instant entre immigration, gens du voyage français, gens du voyage d'autres nationalités, Roms, et on ne règle pas le problème. Mais c'est une situation très difficile, très difficile. Et elle m'inquiète bien évidemment. Mais là, je suis obligé de partir. Bien. Il y a toute une série de questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais on trouvera, j'imagine, très vite le moment pour le faire. Bien, en un mot, je remercie Monsieur le Ministre au nom de tout le monde. Je crois qu'on peut vous... On voit bien, Monsieur le Ministre, votre souci de traiter les questions plutôt que de les exploiter, ce qui est toujours facile. Mais on voit aussi qu'il faudra qu'on se revoie et comptez sur nous pour continuer à travailler avec vous, bien sûr, sur toutes ces questions. Merci, Manuel Valls. Merci, Jean-Pierre Sueur. Voilà donc pour l'audition de Manuel Valls. À suivre, l'audition de Fleur Pellerin, qui a été entendue par les commissions des affaires économiques et du développement durable. La ministre déléguée à l'économie numérique était en début d'après-midi au Sénat. Tout de suite, direction la salle Clémenceau.